Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une auteure que j'affectionne particulièrement, qui est Serena Valentino. Alors elle a écrit une série de romans qui nous dépeint les méchants de Disney. Ça permet de voir les contes de Disney d'un œil différent, c'est-à-dire celui des méchants. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas l'inverse qui se produit. Un méchant ne naît pas mauvais, il le devient. Et donc, par déjà le premier tome, que voici. Alors déjà, vous pouvez voir que les couvertures sont superbes. Moi, pour ma part, j'ai failli m'y laisser prendre. Je pensais que c'était des peintures avec un effet relief. Et pas du tout. Quand on touche la couverture, elle est tellement lisse que on peut très vite se faire avoir. Alors ce tome donc, va nous parler, donc, comme vous avez pu le voir sur la couverture, de la méchante reine, l'une des premières méchantes Disney qui a existé. Alors ce tome, même s'il est pas bien gros, mais il faut pas se fier aux apparences parce qu'il regorge de superbes petites pépites qu'on ne s'attendait peut-être pas, nous montre une méchante reine comme on n'aurait pas pu la soupçonner, en fait. Et donc, rien qu'avec la 4e de couverture, que je vais vous lire, on découvre déjà pas mal de petites choses. Donc la méchante reine n'a pas toujours été mauvaise. Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Alors là, vous allez me dire, quoi, la méchante reine? Elle sait pas qu'elle est belle? Bah, pourquoi pas? Il y a bien des gens dans la société qui pourtant sont aussi beaux à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui ne le savent pas et qui passent leur temps à se dénigrer. Moi, ça me choque pas. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Alors là, c'est pareil, je vous vois venir. Vous allez me dire, la méchante reine qui aime Blanche-Neige, qui aimait Blanche-Neige, pourquoi elle a voulu la tuer? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Par moult manipulations, etc. Je ne vais pas vous dire tout parce que sinon je vais vous enlever le plaisir de le lire. Mais en gros, c'est très facile quand on est bien manipulé par les personnes qu'il faut pour nous faire virer de bord, on va dire. Et puis alors, si on y ajoute à ça un brin de magie, j'en parle pas. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa et se flétrit. Elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Alors là aussi, ce petit passage-là, il nous fait découvrir les origines de la reine. Est-ce que elle était d'origine bourgeoise ou d'origine plus défavorisée? Bon, je pense que là, vous avez un petit peu compris, mais j'en dis pas plus. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin fatidique où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes et où la reine réclama son cœur. Rien que ce premier opus, par le style d'écriture, il tient vraiment bien en haleine. Et pour ma part, ce roman, en moins d'une journée, il était dévoré. Tellement le style d'écriture, il nous tient et qu'on se dit, oh bah allez, encore un petit peu. Et le livre, il est fini. Le deuxième, toujours pareil, les superbes couvertures avec les couleurs qui vont bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin vous remarquerez après pour les tomes suivants, souvent une couleur dominante apparaît par la couverture. Celle d'avant c'était le rouge, là ça va être le bleu. Et là vous allez me dire, la bête, un méchant, c'est plutôt l'un des personnages principaux de l'histoire, avec Belle, le méchant c'est Gaston, je vous vois venir. La bête, il est un petit peu entre les deux.
entre guillemets. Rien que déjà par l'apparence due à la malédiction. Voilà, mais surtout, s'il a été maudit, vu l'âge, c'est vrai que du gamin, parce que bon, il était pas vieux hein, quand il s'est fait maudire. Bah, ça veut dire quand même qu'il n'était pas si sympathique que ça. Donc c'est plutôt un méchant qui est devenu gentil, qui redevient méchant et qui, grâce à Belle, entre guillemets, devient l'homme qu'il était censé être. C'est tout un cheminement. Et dans ce roman-là, il y a deux personnages qui vont être un peu clés pour cette histoire. Donc la fameuse enchanteresse, qu'on va découvrir après qui elle est. Il y a une personnage qui s'appelle Nounou, également, qui a sa petite importance par la suite, et une princesse qui s'appelle Tulipe. Il faut bien un peu meubler aussi, parce que s'il n'y avait pas de nouveaux personnages, on connaîtrait un peu tout d'avance, et puis ça nous enlèverait le petit suspense, comme on dit. Alors la quatrième de couverture, donc c'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château, à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jugeraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions, qu'importe ce que l'on peut dire, écrire ou lire. Une seule question demeure. Comment un prince jadis joyeux et apprécié de son peuple a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire rongé par l'amertume? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on lui a jetée? C'est pas mal, hein, ça montre pas mal le décor. Je trouve que rien que les quatrièmes de couverture, rien que de vous les lire, ça me donne envie de me lire les romans alors que je les connais sur le bout des doigts. Tellement ça me... Voilà. On découvre aussi, alors, aussi dans l'autre roman, qu'il y a trois autres petits personnages qui se font un peu la pluie et le beau temps, surtout le mauvais, je ne vais pas vous le cacher. Et ces personnages-là, avec l'enchanteresse, qu'on découvrira après les rapports entre tous ces personnages, sont vraiment bien construits et ils donnent un enjeu justement par ces nouveaux personnages avec les anciens qu'on connaît tous. C'est super bien écrit, c'est tellement vivant que je peux que vous les vendre. Hein. Alors le troisième, donc celui-ci c'est le plus petit. C'est le plus petit de tous les tomes par rapport à celui de la méchante reine. Et donc toujours pareil, les superbes couvertures. Et donc il nous parle, donc là je pense que vous l'avez reconnu, de notre chère sorcière des mers, Ursula. Et donc ce livre, malgré sa petitesse, il va nous faire découvrir, pareil, qui était Ursula, quelles sont ses origines, qu'est-ce qui l'a fait devenir cette femme assoiffée de pouvoir qui a été l'instrument de sa souffrance intérieure ou des pensées qu'elle pouvait avoir, tout simplement. Alors la quatrième de couverture, c'est pareil. Chaque quatrième de couverture, c'est un peu le but, hein, de toute façon, d'une quatrième de couverture, est fait pour nous donner envie de le lire. Nous connaissons tous donc l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Et le pire, c'est que c'est tellement vrai. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi Triton. Le roi Triton, donc il va apparaître aussi dans ce roman, il nous apparaît un peu comme il est dans l'animé, c'est-à-dire un roi, certes imposant, mais qui a gardé son mauvais caractère. Il y a une autre facette de sa personnalité qui va apparaître, là je ne vais pas vous la décrire, et ça lui enlève un peu de sa superbe, et
ça nous ferait presque détester Triton, en gros. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y laisser la vie, mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie, Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse, pleine de haine, dédaignée par la cour du roi Triton? Je trouve que le décor est bien planté, hein. C'est pas mal. Le quatrième, il dépeint une des méchantes qui, pour ma part, m'a foutu la trouille quand j'étais gamine et quand j'ai regardé l'anime. Il y a une scène que j'ai été longtemps incapable de voir, rien que par sa musique. Déjà, dès que j'entendais les premières notes, de cette musique, je savais ce qui arrivait et ça m'a vraiment impressionnée pour la gamine que j'étais. C'est la fameuse scène dans la cheminée avec la boule luminescente. On voit derrière, en plus en ombre, projeter la figure iconique de cette méchante qui attire donc la princesse par un système d'hypnotisation pour l'emmener au haut de l'escalier de cette fameuse tour pour que la malédiction s'accomplisse. Je crois que là, rien qu'avec cette description de cette scène, vous avez compris de quelle méchante je vais vous parler. N'est nul autre que Maléfique, la maîtresse de tous les maux. D'ailleurs, je crois que c'est le titre du livre. Là, on a vraiment déjà un méchant de haut niveau qui peut aller vers l'équivalent de la méchante reine. Et encore, je trouve que la méchante reine à côté de Maléfique, c'est autre chose. Mais dans le côté prestance, dans le côté charisme, dans le côté qu'elles n'ont pas besoin de brailler pour s'imposer et pour se montrer qu'elles ont un pouvoir sur l'autre. Voilà. Et donc, c'est vrai que je vais faire une légère parenthèse sur les live action qui ont été réalisés avec l'actrice qui a joué donc Maléfique, qui est donc Angelina Jolie. Moi, pour ma part, les live action, les deux, je les ai pas trouvés désagréables à regarder. Parce que c'est le but d'un film, même si des fois on trouve certaines choses qui nous déplaisent. Le but, c'est déjà d'apprécier ce qu'on voit à l'image, et d'avoir un bon moment, malgré certaines choses qui peuvent nous dire. Moi, ce qui m'a profondément dérangée dans le fait de Maléfique, c'est que, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'avec Maléfique, c'est avec d'autres méchants qu'ils ont refait en live action, c'est soit le méchant se repentit et devient gentil, c'est le cas avec Maléfique. Moi, une Maléfique gentille, ça me sort un peu par les yeux parce que justement par rapport à ce que je vous expliquais avant, la fameuse scène qui m'avait quand j'étais gamine. On a vu aussi le cas dans le live action avec Jafar. Alors, le personnage en lui-même est respecté, il reste méchant. Mais le gros problème, à mes humbles petits neneuils, c'est que Jafar dans l'animé, c'est un homme d'une certaine prestance, d'une certaine taille, d'un certain âge. Et c'est là que cause le petit problème. Je trouve que l'acteur qui joue Jafar est beaucoup trop jeune pour jouer Jafar parce que c'est l'idée que moi j'en avais perçue. L'animé de Jafar, je pense que c'est le fait aussi qu'il ait un certain âge, qui lui donne une certaine prestance, une certaine retenue dans ses actes, mais pas dans les actes côté cruauté, mais dans la retenue qu'il a pour dévoiler ses plans.
Et c'est vrai que l'acteur, peut-être, je pense pas que ce soit un mauvais acteur, mais peut-être qu'il a été mal dirigé, et c'est vrai que malheureusement pour lui, il est obligé de brailler, il est obligé d'en faire des caisses pour se donner, pour dire c'est moi le méchant. Que Jafar, dans l'animé, rien que, bon, déjà le costume monte déjà le tableau, mais il n'avait pas besoin de tous ces artifices, entre guillemets, pour faire comprendre que le méchant, c'était lui. Il arrivait très calmement, très presque, voilà, rien que de visu, on se disait ah oui, là, à mon avis, on tombe sur un personnage qui n'a pas que des idées reluisantes dans l'esprit, et à mon avis, ça promet pour avoir un méchant de qualité, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans le live action. Le personnage, moi, dans le live action que j'ai adoré, c'est le génie, par la prestation de Will Smith, et il n'a pas copié-collé aussi. Vous allez me dire, mais tu te contredis par rapport à Jafar. Mais après, quand l'acteur il est bien dirigé et puis qu'il a une certaine expérience aussi, parce que bon, Will Smith c'est pas un lapin de 6 semaines quand même, et ben il a réussi à donner au génie sa petite, sa, comment dirais-je, cette petite étincelle qui fait que quand on le voit avec les pieds en l'air, on se dit oh là là, on peut que rigoler devant cette scène, et on se dit bah oui, ça c'est le génie. Je boucle la parenthèse. Revenons à nos moutons, comme on dit. Donc ce roman, donc, il parle donc de Maléfique, et il nous permet donc de découvrir par rapport à Maléfique sa jeunesse, les personnes qui l'ont entouré dans son enfance, les personnes qui l'ont dénigré également dans son enfance par rapport à son apparence, sa peau verte, etc. On découvre aussi que les personnages précédents, donc Nounou, la princesse Tulipe, vont gagner encore plus d'importance. C'était déjà le cas avec Ursula, mais là c'est encore plus. Et on découvre également que la fameuse Nounou n'est pas une personne anodine pour Maléfique. Et on découvre aussi que d'autres personnages, d'autres contes qui n'ont pas encore été dépeints dans les autres romans, vont entrer en scène, comme la bonne fée. Et on découvre que Nounou et celle-ci se connaissent très bien, même plus que bien. On découvre aussi que la bonne fée, son bidi-babidi-bou, il n'est pas si bienveillant que ça. Il est même assez étroit d'esprit. Et on découvre aussi que les figures bienveillantes normalement de cette histoire, c'est-à-dire les trois fées, et un peu comme la bonne fée marraine, et on a un autre visu de ces personnages. Elles en viennent même presque détestables, en fait. Et moi, pour ma part, ce roman m'a fait voir un aspect de Maléfique qui, donc ça prouve que d'un côté, c'est le but, je pense que c'est l'un des buts, parce que je connais pas l'auteur personnellement, je peux pas lui dire hey, c'était quoi les buts quand tu as écrit ces livres, mais c'était peut-être l'un d'eux, de nous donner envie de voir Maléfique avec un œil différent et de nous faire presque avoir de l'empathie pour elle. Voilà. Et donc ce roman aussi nous fait voir aussi un autre rapport qu'elle a avec Aurore. Donc là, je vous dis rien. Et ça nous montre aussi la genèse de la malédiction qu'elle va lancer sur Aurore. Voilà, voilà. Donc le prochain, donc comme vous avez pu le voir, le tome précédent est déjà beaucoup plus gros par rapport aux autres. Celui-ci, c'est le plus gros de tous. Toujours les superbes couvertures. Et donc là, rien que par le filet d'or que vous voyez là et l'image de la méchante, on sait tout de suite qu'on arrive dans le conte de la princesse Réponse et donc de la méchante qui l'accompagne, c'est-à-dire Gothel. Et donc c'est vrai que ce roman nous fait découvrir les origines de Gothel, c'est-à-dire qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle déteste, d'où elle vient, quel est son but. Parce que son but, c'est pas juste de kidnapper une enfant, il y a autre chose derrière.
Et donc, ce roman nous emmène en plus dans un autre univers, toujours dans le même contexte, il y a les royaumes, et en fait, il y en a, comme tout le monde disait, il y en a plusieurs accolés. Et donc, il y a un royaume qu'on connaissait très peu et qu'on avait juste vu dans l'animé d'Hercule. Et donc, on découvre ce paysage-là. Et donc, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous lire la 4e de couverture de Maléfique. Donc, je vais vous lire les deux en même temps, celle de Maléfique et de Gothel, en vous présentant laquelle est laquelle. Donc, celle de Maléfique. Nous connaissons tous cette histoire. Une belle jeune femme rencontre un prince, mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection de 3 bonnes fées, la malédiction se réalise, mais le bien triomphe du mal. Le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire, maléfique? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations. Voici l'une de ces histoires, un conte ancestral où l'amour et la trahison côtoient la magie et les rêves. Je trouve que les 4e de couverture sont vraiment bien écrites. Alors, si c'est l'auteur, je pense que c'est l'auteur qui les a écrites, ça vous montre déjà le style d'écriture qu'elle emploie dans le roman. Alors, donc la 4e de couverture donc de Gothel. Alors, le titre, c'est « N'écoute que moi ». Ça vous rappelle un peu la chanson en plus qu'elle chante dans l'opus, dans l'animé. L'histoire de réponse est à l'image de ses cheveux, longue et tortueuse. Il était une fois une jeune fille innocente, arrachée à ses parents, une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour réponse qu'elle considère pourtant comme sa fille? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière qui met à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Et dans tous ces romans, il y a donc 3 personnages qui deviennent un peu comme Tulip et Nounou, récurrents, qui sont les étranges sœurs. Et les étranges sœurs, c'est un peu elles qui tiennent un peu le fil rouge de toutes ces histoires entremêlées. Et elles font un peu la pluie, le beau temps, surtout le mauvais. Surtout le mauvais. C'est un peu elles qui font que certaines femmes, comme la méchante reine, ou qui vont faire de maléfiques ces êtres si mauvais. Donc ce qui revient à la fameuse phrase « on ne naît pas mauvais, on le devient ». Et le dernier tome de cette série, parce qu'en fait, tous ces livres-là doivent se lire à la suite parce qu'ils suivent une chronologie. On peut très bien les lire indépendamment, c'est pas ça que je veux dire. Mais il va nous manquer certains détails et c'est vrai que c'est mieux de suivre la suite logique, quoi. Et donc, toujours pareil, par la couverture. Donc sur celle-ci, on peut voir la pomme empoisonnée, le corbeau de Maléfique. Et donc ce roman-là, il parle justement de ces fameuses étranges sœurs. Alors c'est vrai que ces étranges sœurs, elles sont assez cocasses parce que elles sont 3, elles sont identiques, et moi je me suis dit, au fil de ma lecture, « Ah, c'est les Styx !» Vous savez, les fameuses 3 espèces de micro-sorcières avec leur œil qui conseillent Hadès dans Hercule. Et même dans la mythologie grecque, elles sont assez dépeintes. C'est vrai que c'est la chose que j'ai pensée. Mais bon, c'est un peu vrai et un peu faux aussi. Alors ça met donc comme 4e de couverture, pour nous donner envie de lire ce livre, de la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou encore Mère Gothel. Elles sont toutes des légendes du mal. Mais il n'y en a pas toujours été ainsi. Car on ne naît pas mauvais, on le devient.
Au fil du temps, 3 étranges sœurs ont progressivement étendu toute leur influence, transformant des êtres innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Excusez-moi, je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Elles s'appellent Lucinda, Ruby, Martha, et elles incarnent le chaos. Un peu comme les fameuses Styx là. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui elles ont fait du mal à travers le royaume réclament justice. Quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. C'est vrai que ces fameuses étranges sœurs, elles sont... Donc la différence de ce roman, c'est que là, il y a des illustrations dans le livre. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. On retrouve dans le fil des romans, mais surtout les 3 derniers, des autres personnages, des histoires précédentes. Donc il y a fameux Nounou, Tulipe, il y a aussi Blanche-Neige qui revient. Elle va avoir un rôle un petit peu plus... Il y a aussi la reine, parce que oui, vous allez me dire, elle meurt en tombant de la falaise. C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, elles reviennent, toutes ces personnes-là, pour ce fameux opus, pour aider un certain personnage à mettre à mal ces fameuses étranges sœurs qui, pour elles, ne sont plus celles qu'elles pensaient être à l'origine. J'ai pas trop envie de vous en dire de trop non plus parce que j'ai peur de vous, de vous saper l'envie de découvrir cette lecture vraiment superbe. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas facile de pas vous en dire de trop parce que vu que cet univers me plaît, donc je me retiens. Alors j'espère que déjà ces 6 romans vous donnera l'envie de découvrir ces histoires qui vous donneront un point de vue différent. Alors il y a 3 autres romans derrière cette série-là qui peuvent être lus indépendamment de cela, mais qui font référence aux précédents. En fait, donc ce sont des personnages, pareil, iconiques dans le domaine des méchants, qui n'ont pas vécu donc ces fameuses histoires-là, mais en fait, ces 5 livres, ces 6 livres, c'est en fait un recueil de contes que ces personnages, donc plus tard, je vous en ferai une autre vidéo, hein, parce que voilà, ça va devenir un peu long sinon. En fait, c'est un recueil de... Tous ces tomes sont répertoriés dans un recueil de contes qui s'écrit au fur et à mesure, et donc les 3 autres personnages qui viennent par la suite ont leur histoire déjà écrite ou préécrite, ou qui s'écrivent au cours qu'elles se réalisent, et donc c'est pareil, les fameuses étranges sœurs, on ne peut pas les arrêter, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, vont encore déverser leur malfaisance et leur magie un peu intrusive, dirait-on, sur d'autres personnages qui sont des méchants de Disney et qui le font à cause de ces fameux personnages-là, vont devenir les fameux méchants que l'on connaît tous. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie donc, de découvrir ces romans. Et je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous continuerez à me suivre par la suite et en vous abonnant tout simplement. Je vous dis fais plein de bisous et à bientôt. Bisous!